pense savoir sur quoi on va partir, mais... Ah, sur quoi on va partir? Est-ce qu'on va partir sur une chronique d'origine animale? Oui, on va partir sur une chronique d'origine animale. Ah, Parce que Léopold, tu le sais peut-être pas, les auditeurs, eux, s'ils ont écouté les épisodes d'avant, ils le savent. Cette année, c'est une année un peu particulière, puisque c'est une année où je vais parler exclusivement du monde animal et d'un monde animal en particulier, à savoir celui de volatiles vivant dans l'hémisphère sud, très 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 au sud. Très très au sud. Ouais, tout à fait. D'accord. Du coup, je vais commencer par vous poser une petite question, tous les deux. Si je vous dis les manchots, vous pensez à quoi? J'improvise un peu. Hein. les manchots, alors Ouais. moi j'imagine des oiseaux. Ouais. Des oiseaux qui sont connus pour marcher sur leurs pattes Ouais. et qui techniquement ont des ailes mais ne peuvent pas voler. Exactement, S'en ouais. servent pour plutôt aussi se diriger sous l'eau. Exactement, des nageurs. Tout à fait, je vous renvoie à la chronique justement générale sur les manchots que j'ai fait dans l'épisode précédent, pour les auditrices et les auditeurs qui nous écouteraient. Mais surtout, si vous deviez, me décrire un manchot, non, on va faire ça de manière plus simple. Est-ce que vous connaissez une espèce de manchot? Si vous devez parler d'une espèce de manchot, ce serait laquelle? Empereur? Ouais, Non. et toi Léo? Ouais, non. Le manchot empereur? Eh ben écoutez, vous avez choisi votre chronique alors. Ah. Alors parce que sinon il y avait quoi? Il y avait les petits manchots, les petits... Il faut trouver des comment noms ils pour qu'on s'appellent en parle. Je me rappelle plus leur nom. Ouais, parce que Léo, du coup, j'ai 47 pages sur les manchots de manière générale et du coup, ils sont classés par espèce. Et Ah, oui. du coup, on va effectivement parler aujourd'hui du manchot empereur. Alors, pour vous, ça ressemble à quoi un manchot empereur? Alors pour moi, j'avais une peluche. Ah, que t'avais des j'avais peluches appelée- manchots? Que j'avais appelé Moi aussi, pingouin. j'en ai plein. Ah, Et oui, mais j'étais gosse, hein, donc pingouin, manchot, pour moi c'était la même chose. Pour moi, un manchot, c'est un oiseau qui a une tête noire, ouais. a un bec plutôt jaune orangé, Ouais. a une sorte de collerette orangée, Ouais. le ventre blanc et tout l'arrière du dos qui est noir. Qui est noir. Et le petit, par contre, lui, est tout gris. Au moment où, en fait, il fait son pelage. Enfin, son pelage. Son pelage, ça. Ses plumes, Et donc, du coup, après, il prendra les couleurs d'adulte plus tard. C'est exactement ça. Alors, exactement ça. Oui et non, le manchot empereur, c'est plus jaune que Jaune. orange, parce que celui qui est orange, c'est plutôt le manchot royal, mais ça n'est pas l'heure. Pour le moment, on va parler du manchot empereur. Le manchot empereur, rapidement pour la description, donc c'est à peu près ce que tu nous as décrit. Sachez qu'il a les yeux marrons, sa taille varie entre 100 et 130 cm. Donc, c'est le plus grand manchot qui existe à l'heure actuelle sur la surface de la planète. C'est aussi le plus gros du coup, puisqu'il a une masse de 25 à 41 kilos. Il a un bec de 8 cm et des ailes de 36 cm. Donc il n'a pas forcément des très très grandes ailes non plus par rapport à son corps. Donc le manchot empereur ou Apténodite forsteri est le plus grand des manchots, comme je le disais. Il ne se trouve que sur le continent antarctique. Les conditions climatiques y sont les plus dures sur Terre et aucun autre animal ne vit dans un tel environnement. En plus, il s'y reproduit pendant l'hiver de l'Antarctique, donc l'été chez nous en fait. Pour rappel, l'hémisphère sud, c'est toujours l'inverse. Donc vous étonnez pas, chers auditrices, chers auditeurs, quand vous avez l'impression que je dis n'importe quoi, c'est simplement que c'est un effet miroir. Le corps du coup du manchot empereur, c'est donc adapté pour résister à des températures atteignant moins 62 degrés. Le manchot empereur s'isole du froid en grande partie grâce à 4 couches de plumes en forme d'écailles d'une épaisseur totale de 12 mm. Ce serait alors 85% de leur pouvoir isolant. Le reste est dû à la couche de graisse. Il y a plein de gras à un manchot. Les plumes ont également une forme coudée au point d'attache dans la peau pour les maintenir. Le manchot empereur ne mue qu'une seule fois par an et contrairement aux autres espèces de manchots, les plumes restent accrochées aux anciennes tant qu'elles n'ont pas atteint leur taille définitive. Donc c'est un peu comme un arbre d'automne dont les feuilles ne se détacheraient pas. Vous avez vu, c'est la C'est beauté beau. de la métaphore que je viens d'inventer à l'instant. D'autres détails anatomiques montrent leur adaptation à un climat froid. Comparativement à leur taille et aux autres espèces, ils ont un petit bec et de petits ailerons, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Une cavité nasale récupérant une majorité de chaleur émise et perdue lors de l'expiration. Donc ils crachent l'air et en fait avec leur nez ils vont quand même réabsorber du coup la chaleur, c'est quand même vachement chouette. Les artères et les veines sont rapprochées pour minimiser les échanges thermiques aux extrémités. Le sang qui revient est réchauffé par le sang qui provient des extrémités, donc c'est une espèce de cycle. Les ongles des pieds longs et durs permettent de tenir sur la glace. Sachez que le premier œuf de manchot empereur fut trouvé sur de la glace flottant en 1840 par l'expédition de James Clark Ross.
Wilson le vit dans un musée, ne l'identifia qu'en 1905. Il découvrit également la première colonie de manchots empereurs en 1902 au Cap Crozier. En 1911, pendant l'hiver, il partit à la recherche d'œufs avec 2 autres explorateurs, Bowers et Charry-Garrard. C'était la première expédition hivernale en Antarctique qui est relatée dans l'ouvrage The Worst Journey in the World, la pire journée dans le monde. Tu m'étonnes. L'Antarctique au 19e siècle, ça devait pas être très funky, je pense. Le naturaliste J.R. Forster accompagnait le capitaine Cook sur le HMS Resolution en 1772 et 1775, et il fut un des premiers à décrire en fait les manchots empereurs. Du coup, en hommage, le nom scientifique Forsteri fut donné alors au manchot empereur. C'est ça que c'est son nom latin entre guillemets. Donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, le manchot empereur possède en fait un dos noir, mais avec une subtilité, c'est un peu bleu-gris. La tête et le manteau sont noirs également, le ventre est blanc, la partie supérieure du ventre est blanc-jaune, il a une petite tache légèrement orangée à proximité de chaque oreille. On suppose que les taches et les marques du poussin permettent de les rendre plus visibles sur la glace et la neige. C'est important car les manchots empereurs n'ont pas de nid, et oui, ils peuvent retrouver leurs petits. La taille des plumes atteint 8 cm. Donc, comme je le disais, on peut l'observer partout sur le continent antarctique. À l'exception d'un endroit, pour le moment, c'est la péninsule antarctique. Donc, c'est l'espèce de pointe qui est située sur le continent. Je ne sais plus exactement où, parce que là, j'ai en tête une carte. Terre d'Élie ? Non, pas la Terre Adélie. En Terre Adélie, justement, il y a les Adélies, mais il y a aussi des empereurs. La colonie la plus importante de manchots empereurs serait Carré Adaré, à l'entrée de la mer de Ross. Certaines estimations avancent qu'il y a 250 000 couples lors de la période de reproduction. La population est estimée à environ 200 000 couples, mais les chiffres varient de 135 000 à 400 000 couples. On pourrait donc y voir une forme de stabilité. Cependant, entre 2022 et 2023, 4 des 5 colonies de manchots empereurs en observation par des scientifiques humains ont vu 100% de leurs poussins disparaître. Les facteurs en cause, à votre avis? Réchauffement ? Ah, ouais. Quoi La d'autre? chasse, La chasse, ouais, la surpêche, effectivement. prédateur naturel. Prédateurs naturels, alors non, parce que justement, ils sont naturels. Les humains, en fait, c'est à peu près tout de notre faute. Parce que le réchauffement global de la Terre provoquerait une fonte des glaces, donc une diminution des sites de reproduction, ça c'est de notre faute. La surpêche entraîne alors moins de nourriture pour les manchots, ça aussi c'est notre faute. Le trou dans la couche d'ozone augmente aussi la quantité d'ultraviolet, ce qui peut être dangereux pour les manchots, donc c'est aussi notre faute. Et la présence humaine des scientifiques, mais aussi des touristes de la dernière chance qui viennent observer des manchots, crée de plus en plus d'impact directement sur le continent antarctique. Parce que oui, il y a des gens qui savent que c'est la merde et qui du coup, comme premier réflexe, vont embarquer sur un bateau pour aller observer justement les glaciers fondre en Antarctique et voir tous les petits manchots présents sur place. Vaste connerie, s'il en est. Alors, comment fonctionne le cycle de vie d'un manchot empereur? On compte une 50aine de colonies réparties sur tout autour de l'Antarctique, le plus souvent sur la banquise. Les manchots arrivent en mars quand la glace est suffisamment solide pour résister au poids de ces oiseaux. Ils se suivent en longues colonnes de marche à pied, parfois sur plusieurs milliers d'individus, avec une moyenne de 1,4 km/h sans arrêter pendant près de 24 heures. Les sites de rencontre sont souvent entre les banquises ou les rochers pour être à l'abri du vent. Contrairement au manchot royal, l'empereur n'est pas territorial. Une parade amoureuse va alors commencer entre les mâles et les femelles. Ils vont notamment retenir les chants de leurs partenaires pour se retrouver après la ponte, parmi les milliers d'individus de la colonie. À la mi-mai, un seul œuf est pondu. En comparant au poids de l'adulte, ce serait le plus petit œuf chez les oiseaux. La femelle transfère l'œuf sur les pieds d'un mâle, un moment qui est très délicat, puis elle part se nourrir en mer. Si les adultes venaient à laisser glisser l'œuf hors des pieds, par un geste maladroit lors du transfert, ou une perte d'équilibre, un mouvement de panique, eh bien l'œuf se retrouverait à même la glace, il gèlerait alors rapidement. Ensuite il se craquellerait et resterait sur la glace, pour finalement tomber au fond de la mer lors de la fonte des glaces. Il est possible d'ailleurs, encore aujourd'hui, de récolter les œufs abandonnés sur des glaces dérivantes, avant la fonte. Les manchots empereurs ne font pas de nid, comme je le disais. Le mâle va en fait couver l'œuf sur le dessus de ses pieds pour éviter tout contact avec la neige et la glace. L'œuf est alors couvé de 62 à 67 jours. C'est long. C'est-à-dire que vous devez garder votre œuf sur vos 2 papates pendant plus de 60 jours. Et si l'œuf tombe, c'est fini, le bébé est mort. Et vous n'avez qu'un seul œuf. Assez hardcore quand même comme condition, je trouve. Puisqu'en plus, c'est l'hiver antarctique, donc c'est long, sombre et glacial. Les températures peuvent descendre jusqu'à moins 62 degrés Celsius. Les vents peuvent atteindre 200 km/h et la nuit est du coup quasi permanente. Dans de telles conditions, le manchot empereur parvient toutefois à maintenir l'œuf à une température d'environ 31 degrés Celsius. Ouais, parce que c'est la température quasiment de leur corps. Exactement. En fait, ils vont aussi se rassembler en petits groupes serrés, qu'on appelle des tortues, pour éviter une trop forte déperdition de chaleur et se protéger du vent. La température au centre peut parfois atteindre 38 degrés. Les mâles vont en fait alterner leur position entre le centre du cercle et l'extérieur
C'est ce qu'on appelle un comportement thermosocial. On se rend compte alors qu'il y a une vraie solidarité chez les manchots empereurs. Ça, plus une capacité à diminuer leur température interne de quelques degrés, cela leur permet donc de survivre dans ce milieu hostile. Le mâle va alors rester en permanence dans la colonie, il jeûne pendant toute cette durée, donc pour rappel parade, nidification et couvée, donc il doit crever la dalle à la fin, mais il y parvient surtout grâce à ses réserves de graisse qui forment à elles seules une épaisseur de 3 à 4 cm. Mais il peut perdre jusqu'à 45% de son poids. À l'éclosion, qui a eu lieu vers la mi-juillet, le poussin est quasiment nu, sans plumes, avec une tête noire et 2 taches blanches autour des yeux. Normalement, si tout se passe bien, si elle s'est pas fait dévorer par un phoque, la femelle revient tout juste avant l'éclosion. Si jamais le poussin est éclos avant le retour de la femelle, le mâle, malgré son jeûne, va déjà s'en occuper et le nourrir grâce à une sécrétion œsophagienne, appelée lait de manchot. Ça permet au poussin de survivre et de grandir pendant une durée maximale de 2 semaines. Seule cette espèce de manchot a cette particularité. Au retour de la femelle, de toute façon, après avoir transmis le poisson, le mâle peut à son tour se rendre en mer pour une durée moyenne de 24 jours afin de se nourrir, de récupérer sa perte pondérale. Cette transmission de poussin ne prend qu'une dizaine de secondes, mais comme je vous le disais, ça peut s'avérer mortel si elle dure plus longtemps. Le poussin, j'avais pas donné le nombre, mais le poussin gèle en moins de 2 minutes s'il est abandonné sur la banquise. D'après certaines études, les manchots empereurs peuvent plonger jusqu'à 434 mètres de profondeur et jusqu'à 264 km au loin de la colonie. Ils vont super loin. Le poussin est donc du coup nourri par les 2 parents par du poisson régurgité jusqu'à son départ vers l'âge de 4 mois. Une fois que le poussin est capable d'être thermiquement indépendant, il va alors s'éloigner de la poche incubatrice de ses parents et va former des crèches avec d'autres poussins pour se protéger du froid. Le poussin ne pourra aller en mer que lorsqu'il aura enfin sa mue, car son plumage ne lui permet pas d'aller dans l'eau. Une fois que cela est fait, il ne reviendra dans la colonie que lorsqu'il sera temps pour lui de se reproduire. Et l'année d'après, on recommande. Attention, comme son cousin le manchot royal, seuls 15% des couples se reforment l'année suivante. En fait, le manchot empereur n'est pas réellement monogame, c'est un cliché. Il peut choisir. Il peut changer de partenaire. La raison pour laquelle les manchots empereurs se reproduisent pendant la saison la plus dure n'est encore pas connue. Certains scientifiques avancent qu'en naissant à cette saison, les poussins sont autonomes 5 mois plus tard, janvier ou février, donc l'été dans l'Antarctique, avec donc des conditions plus favorables à leur survie. Sachez que le manchot empereur possède donc de fait beaucoup de prédateurs tels que les phoques léopards, les orques, les pétrels, les skuas, donc ces 2 espèces d'oiseaux qui vont dévorer les poussins. D'ailleurs, si vous voulez des informations sur le pétrel, je vous en donne rapidement. Le pétrel géant, qui s'appelle du coup Macronectes gigantus, est une espèce de grand oiseau de mer du coup de la famille des Procellaridae qui vit dans l'hémisphère sud et dont l'envergure peut atteindre quand même jusqu'à 2 mètres. Gros oiseau qui adore dévorer les œufs des manchots. De son côté, n'oubliez pas que le manchot est en fait également aussi un prédateur puisqu'il se nourrit de petits poissons pélagiques, de crustacés qu'on appelle le krill et de petits céphalopodes. Voilà, c'est à peu près tout pour le manchot. Je peux terminer parce que j'avais complètement oublié de le faire en essayant de vous faire écouter un cri de manchot empereur. Au début, je pensais vous faire un blind test cri de manchot, mais je me suis dit que ça serait un peu trop étrange. Ça aurait été quand même quelque chose. On va essayer de retrouver ça rapidement. Il fait vraiment une espèce de cri de mouette, en fait, une sorte de comme ça. C'est un peu particulier. Alors, je suis désolé, Léo, t'as pas dû l'entendre, je pense, ça a pas dû passer dans le Discord. Non. Mais pour les auditeurs, je vous rassure, tout ça sera fait par moi-même en montage. Donc voilà pour le manchot empereur. Est-ce que vous avez appris des trucs du coup sur le manchot empereur, qui est là, le manchot finalement le plus connu, je pense, du monde, parce que c'est celui qu'on voit notamment dans le film La Marche de l'Empereur. C'est exactement ce que j'allais dire. Je l'ai connu comme ça. C'est en 2009, 2008, quelque chose comme ça, ouais. Ouais, voilà, le film est très chouette. Le film est très sympa. J'avais été le voir au cinéma avec ma famille. Et oui, j'ai connu comme ça. J'ai connu aussi la parodie publicitaire, bien sûr, que tout le monde connaît. Hein. La Marche de l'Empereur. C'est une parodie publicitaire. D'accord. Tu l'as jamais vu? Non. Je t'invite à la regarder. C'est une série de publicités sur des films racontés par des gens à une personne qui ne l'a jamais vu et qui s'imagine absolument pas du tout le bon film. Ok, d'accord, je regarderai ça. Et toi, Léopold, du coup, t'as appris 2-3 petits trucs sur le manchot empereur? Ah bah, à part l'image qu'on en a, je connaissais pas grand chose du manchot, donc c'est chose faite maintenant. C'est chose faite. Et puis sachez que c'était qu'une espèce sur les 17 autres espèces qui existent hormis lui, donc vous allez en bouffer du manchot. J'espère que ça vous passionne autant que moi. Mais écoute, je vais faire chier tout le monde avec ça, je suis désolé, mais je trouve ça assez passionnant, surtout la capacité, la résilience que l'animal a à survivre dans un milieu qui est extrêmement hostile. C'est quand même le seul animal à vivre en Antarctique, quoi. Le mot qui me vient, c'est ça me trouve le cul. C'est peut-être pas forcément un bon terme, mais je trouve ça assez fabuleux.
fabuleux, pas quoi. d'ours de... Ah non, l'ours, de toute façon, C'est de c'est l'autre côté, en c'est Arctique, le nord. c'est le nord. C'est-à-dire que dans les colonies, bah, vous avez les pétrels quand même qui mangent les œufs, mais c'est quand même un animal qui vient spontanément se reproduire en hiver, en Antarctique, là au moment où il fait le plus froid. C'est un truc qui est assez dingue, et même les autres manchots ne font pas ça. C'est le seul à faire ça. Parce que vous allez vous rendre compte que dans plusieurs chroniques, je vais en parler, il y a beaucoup d'espèces de manchots qui sont en fait, qui vivent dans des températures qui sont bonnes en fait, tempérées. Tous les manchots qui vivent en Amérique du Sud et en Afrique ou même en Australie. Nous, on pense toujours aux manchots empereurs qui vivent dans le froid glacial. Mais en fait, la plupart d'entre eux vivent dans des régions tranquilles. Enfin bref, je m'égare, D'accord. car ce sera pour une prochaine fois. Mais sa population n'est pas en danger parce que tu nous as dit que les 100% des poussins. Ah si, sa population est complètement en danger. Hein. C'est-à-dire que là, c'est aussi pour cette raison que je fais ces chroniques-là. Hein. Mais parce que les espèces de manchots sont, la plupart d'entre elles, en danger. Hein. Notamment le manchot empereur, c'est nouveau, ça date de cette année. Mais c'est quelque chose qui est très compliqué parce que on ne sait pas vraiment comment les faire survivre, puisque la surpêche cause des gros problèmes, le réchauffement climatique. Là, en 2024, c'est le retour de El Niño, qui est un espèce de courant chaud qui arrive, on ne sait pas d'où réellement, et qui a tendance à tuer tous les manchots sur son passage. Il y a beaucoup de gros problèmes, et qui inquiètent beaucoup les scientifiques, mais aussi qui les inquiètent vis-à-vis d'un fait qui est assez intéressant, c'est que en fait les manchots, de manière générale, pas forcément l'empereur, hein, plutôt les manchots côtiers des côtes proches des côtes humaines, on utilise le guano pour créer l'azote qui vont servir à nos récoltes. En fait. Donc du coup, si les manchots décèdent, ça veut dire que vous avez quand même, je crois, je ne dis pas de bêtises, mais près de 90 à 95% de la production d'azote mondiale qui va disparaître. Ah d'accord. Voilà. Okay. Donc en fait c'est alarmant d'un point de vue écologique, mais c'est aussi alarmant d'un point de vue de l'humanité en fait, parce que ça veut dire que ça peut potentiellement avoir des conséquences sur notre mode de vie et sur les récoltes que nous on fournit pour nourrir la totalité de l'humanité. Donc il y a beaucoup de choses qui se jouent à ce niveau-là, dont on parle jamais. C'est d'ailleurs quelque chose que je trouve assez frustrant, c'est que quand on regarde des documentaires, et j'en ai regardé plein du coup pour ces chroniques, le manchot est quand même toujours présenté comme l'animal rigolo, c'est genre haha regardez, il est marrant, il vit dans la glace, c'est cool, c'est trop mignon. Alors oui c'est trop mignon, mais rarement on va parler du fait qu'il est en train de crever. C'est pas quelque chose qui se vend vendeur. En fait, qui est très vendeur. Autant sur l'ours blanc et les phoques, on est tous là à faire oh le pauvre bébé phoque il meurt de chaud sur la banquise. Autant les manchots, tout le monde s'en bat les couilles. Et c'est quelque chose qui moi me frustre parce que c'est vrai que c'est un animal que j'aime beaucoup. Tu disais que t'avais une peluche manchot empereur quand t'étais gamin. Moi j'en avais plein. Et j'étais déjà un puriste à l'époque parce que je savais que c'était des manchots et pas des pingouins. Et j'avais déjà plein de bouquins sur les manchots et c'est un peu une manière aussi moi de me reconnecter à ça et d'essayer de l'appréhender avec un regard peut-être plus adulte et plus scientifique. Je comprends la démarche. Si ce petit instant passé en notre compagnie vous a plu et que vous avez envie d'en passer d'autres avec nous, eh bien n'hésitez pas à vous abonner, mettre un petit pouce bleu, partager la vidéo ou encore nous suivre sur les réseaux sociaux. Sachez que vous pouvez aussi écouter cet épisode dans son entièreté et pour cela vous n'avez qu'à vous rendre dans la description de la vidéo. Je vous dis à très bientôt pour à nouveau écouter un petit peu de tout et surtout un petit peu de rien.